comme chaque dimanche, notre rendez-vous avec Vladimir Fedorovski, écrivain russo-ukrainien, ancien diplomate, porte-parole de la Perestroïka, entre autres. Votre dernier ouvrage, le 57e, Poutine-Staline, dialogue d'outre-tombe, est paru aux éditions Ballant. Aujourd'hui, Vladimir Fedorovski, vous nous parlez d'Alexandre Ier et des énigmes qui l'entourent. Chère Eva, je vous parle avec cette série pour vous faire plaisir. Parce qu'on entre dans la Russie énigmatique. Et Dieu sait que la Russie énigmatique, avec les prédictions, avec les gourous, avec les personnages d'exception, les tsars et les ermites se mélangent, les écrivains deviennent les prédicateurs, tout ça, c'est ça, mais il y a un symbole. Et vous avez choisi, vous, cette époque extraordinaire. Les Russes appellent ça l'époque, l'âge d'or de la culture russe, parce que tout est lié là-bas. Il faut dire que ce personnage, Alexandre Ier, était finalement par un personnage très connu en Russie, parce que les Russes adorent les poètes, ils pensent que les poètes sont au-dessus-dessous. Il appelle ça l'époque Alexandre Pouchkine, un grand poète russe. En réalité, tout est débuté par ça, parce que ce tsar, tout d'abord, il a joué un rôle absolument exceptionnel pour la France, parce qu'on est en France, je tiens à vous dire, parce que 2 ou 3 fois dans l'histoire, les Russes, ils ont joué un rôle pour sauver la France. C'était juste au moment avec Alexandre, mais c'était aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand Staline a fait entrer la France au Conseil de sécurité et toutes ces choses-là. Mais bref, pour revenir à Alexandre. Alexandre, c'est un personnage assez particulier. C'est un personnage qui a, dans réalité, été élevé dans l'esprit républicain. Sa grand-mère le faisait lire toujours la Déclaration des droits de l'homme, mais c'est un tsar qui était porté toujours sur les choses spirituelles. Peut-être c'est lié aussi avec son destin, parce que son père était tué son père était tué dans le complot. Son grand-père était tué, il était marqué. Il y a une dimension mystique, surtout à la fin de sa vie. Mais s'il vous plaît, non seulement dans la fin de sa vie, mais vous savez, quand il a négocié le sauvetage de la France après la défaite de Napoléon en 1812, il a fait tout pour sauver Napoléon, il a fait tout pour sauver la France, il a fait synergie. Un jour, je vais vous raconter comment il a fait synergie avec Talleyrand, qui était en réalité l'agent de tsar. Mais au-delà de ça, il le faisait ça à partir, vous avez utilisé un bon mot, c'était à partir des considérations mystiques. Parce que le tsar était formé avec ce dérangement de son destin, avec le fait qu'il a dû porter ce fardeau d'assassinat dans les choses précédentes, plus que jamais il était mystique. Tout d'abord, il était porté au début de son règne sur les liens très particuliers avec les sectes de la Russie. Nous avons évoqué la semaine dernière les vieux croyants, mais en Russie, il y a un développement des sectes absolument étonnants, des sectes et des prédicateurs étonnants dont je vous ai parlé, mais quand vous dites des sectes, ça veut dire que c'est des sectes liées à l'Église orthodoxe ou qui s'en réclament plus ou moins, ou c'est des courants tout à fait indépendants? Ils se dégagent de l'Église orthodoxe. Parfois, ils s'inspirent de la tradition chrétienne et parfois, ils vont au-delà de ça, parce que parfois... Qu'est-ce qu'il a dedans Par exemple, je vais vous dire... Qu'est-ce qu'il a dedans à attire Alexandre Ier? C'est par rapport... il est hanté par le parricide auquel il a participé? Il est tenté par... Évidemment, il souffre de ça. Il essaie de se dégager. Je pense que psychologiquement, il cherche l'échappatoire. Mais au-delà de ça, il était toujours porté sur la spiritualité. Il a étudié des autres religions. Par exemple, il connaissait très bien le judaïsme, mais au-delà de ça, au moment quand il a pris le pouvoir, il était très lié avec le secte. Le secte était particulier, il était en vogue à Saint-Pétersbourg. Ça a joué un rôle fatidique dans l'histoire de la Russie plus tard avec Raspoutine. Ça s'appelle le secte des flagérateurs.
c'est les gens qui ont été dans l'abstinence totale, mais leur message que pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher. Pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher pour repentir. Et après l'abstinence, ils ont pris l'habitude d'avoir l'éveillé très particulier, une sorte de partouze où tout était permis. Et ça, je dois vous dire, ce secte, le flagérateur, il se flagellait aussi parce que pour se punir, il prenait les knots et il se flagellait. D'où vient le nom de flagérateur? Ce tsar-là, il était porté sur ça à tel point il a rencontré le chef de ce secte plusieurs fois, il a bavardé, il s'appelait Silivanov. En quoi ça pèse, quand on est un tsar, d'être proche de ces sectes dans la politique, dans l'histoire du pays? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait des choses tout à fait concrètes. Derrière, vous avez raison de poser cette question, parce que vous comprenez, derrière les choses soi-disant seulement spirituelles, il y a les équilibres de force qui se cachent. Dans ce secte, avec ce côté un peu pittoresque, etc., il y avait la présence de tout le gratin de la jeunesse. Il a utilisé la jeunesse aristocratique, il a utilisé les jeunes officiers comme alliés face à la vieille garde de sa grand-mère de l'époque de Catherine. Et ça, c'est la première période. Mais je tiens surtout vous avez raison d'utiliser le mot ermite. Parce que ce côté psychologique, quand il a gagné tout, je vais vous dire, quand il a organisé l'Europe après la défaite de Napoléon, c'était carrément sous l'influence des prédicateurs. Il y a une très grande prédicatrice d'origine balte, Madame de Krüdener, qui a déterminé vraiment le congrès de Vienne. Et ça, c'est très intéressant. Mais le tsar, il a continué à vivre dans cette idée qu'il doit se repentir, parce qu'il a participé d'une manière ou de l'autre dans l'assassinat de son père. Et le grand Tolstoï a dit, il était persuadé, il a voulu écrire un roman sur ça, il était persuadé qu'il a quitté son pouvoir d'une manière très bizarre. Il a simulé sa mort à Taganrog en 1825. Il est parti dans les bas-fonds de la Sibérie pour vivre longtemps. Il y a des témoignages absolument extraordinaires que je raconte, au fait, dans mes livres. C'est que beaucoup de gens ont vu cet ermite et ils ont été persuadés qu'il y avait l'ancien officier de l'époque d'Austerlitz, qui a connu bien Alexandre, a été frappé par la ressemblance de cet ermite, Ivan Kuzmich, il s'appelait, pour le grand public, etc. Il est parti, vous voyez, les similés, mais pour se repentir. Il vivait seul dans les conditions cet ermite, etc. Et je vais vous faire une petite révélation. Quand j'ai écrit ce livre, maintenant, il y a des techniques ADN, c'est facile. J'ai retrouvé le tombeau de ce tsar, de cet ermite, et je l'ai fait analyser par un laboratoire très performant qui s'occupe d'ailleurs d'autres choses, des choses criminelles, etc., avec ADN. Et ils m'ont prouvé que celui qui est enterré là-bas a le sang Romanov. C'est-à-dire, il appartient à la famille de tsar. Je ne peux pas prouver définitivement que celui est enterré le tsar, mais en tout cas, j'ai les preuves maintenant avec la technique de ça. Et le personnage vraiment mérite d'être étudié parce que, vous comprenez, tout ce qui se passait après, tout l'âge de la culture, Tolstoï, Dostoïevski, tout ça, ça vient de cette époque absolument exceptionnelle. Le tsar ermite a laissé les traces dans l'histoire et avec ADN, je vous donne révélation comme d'habitude. Merci beaucoup pour ce récit et toutes ces révélations. Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe, écrivain russo-ukrainien, 57 ouvrages. Et oui, déjà, Poutine-Staline, dialogue d'outre-tombe aux éditions Ballant, c'est votre dernier livre.